Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief analyse de WWE Fastlane qui a eu lieu dimanche, donc il y a 2 jours. On va faire tout de suite la review avec directement le kick-off qui a été annoncé très tardivement, c'est assez bizarre. On l'a su que le soir même. Et il s'agissait de Tye Dillinger, donc mon petit chouchou de retour, et ça fait plaisir, pour accompagner Breezango face à Gable, Benjamin et Mojo Rawley, dans un petit match de 10 minutes, typique kick-off, avec une pop sympa, en tout cas pour Tye, au moment où il a bénéficié du hot tag, ça faisait plaisir. Mojo, quand même, ayant considéré quand même en backstage, dans le build-up du match, que il avait considéré Tye Dillinger comme un perfect disappointment, et ça a été un peu la revanche pour Tye, puisque c'est lui qui permet à son équipe de s'imposer avec son ancien finisher d'ailleurs, son knee to the face, porté assez rapidement, mais un peu mollasson quand même. Il avait pas très impactant par rapport à ce qu'il a pu faire dans le passé, mais ça faisait plaisir de retrouver ce petit move. C'est vrai que c'est un peu difficile de penser que tu peux gagner un match comme ça. Mais bon, ça suffit. Et belle victoire donc pour Tye, ça va lui faire du bien avec une petite pop. Donc victoire des Faces qui paraît logique. En tout cas, moi quand j'ai vu le booking de ce match, j'ai tout de suite pensé à une victoire des Faces. Voilà, match qui sert à rien, mais c'était pour meubler. On va passer directement à la carte principale avec l'opener, donc qui a été Nakamura contre Rusev, un peu étonnant. Je m'attendais plutôt au tag team Usos New Day pour lancer le show et en mettant quelque chose de bien animé. Et ils ont commencé par Nakamura. C'est vrai qu'avec son entrée, ça pouvait peut-être le faire pour chauffer la foule. On a vu English d'abord, Eden English qui a retrouvé enfin sa voix et qui a chanté d'ailleurs une belle chanson avant l'entrée de Rusev. Rusev aura été très coriace, en tout cas, on peut le noter. Il aura eu un temps fort durant la moitié du match, on va dire le milieu du match, pardon. Le début ayant été plutôt dominé par Nakamura. Et aussi notamment sur un énorme super kick de la part de Rusev. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Un superbe super kick qui aura littéralement démonté la tête de Nakamura, mais qui n'aura pas suffi à s'imposer. Mais quel super kick, Une tentative d'accolade vers la fin du match, avortée. Et d'ailleurs Nakamura du coup esquive cette tentative d'accolade avec un premier Kinshasa derrière la nuque de Rusev et suivi d'un second Kinshasa dans sa face cette fois-ci pour le compte de 3. Donc victoire de Nakamura, bien entendu totalement logique et attendu, puisque évidemment il avait gagné le Rumble, c'est le futur number one contender à WrestleMania pour le titre WWE, donc il fallait évidemment qu'il soit mis over. Et c'est donc Rusev qui en aura fait les frais. C'est triste, mais il fallait le faire. Et puis la bonne nouvelle quand même, c'est que Rusev, et c'est ce que je voulais, n'en sort pas du tout décrédibilisé. Au contraire, il aura vraiment opposé une très très belle résistance. Et il aura été vraiment très coriace. Et ça n'aura pas été si simple pour Nakamura de s'imposer. Voilà, donc j'ai plutôt apprécié cet opener. Je craignais un peu le pire, et finalement je trouve qu'il fait quand même des progrès, Nakamura, mine de rien. Peut-être que sa période d'adaptation au main roster est sur le point de s'achever. Je le trouve un peu plus à l'aise sur le ring, même avec le public, la façon dont il se comporte. Et c'est plutôt bon signe. C'est pas encore génial, mais ça commence à venir. Je sens un petit frémissement en tout cas. Et Rusev prouve lui de son côté que c'est encore quelqu'un d'assez sous-coté, sur qui on peut toujours compter. Et j'espère qu'on en fera quelque chose de Rusev, qu'on le remettra un peu en lumière. En dehors du Rusev Day qui est bien sûr over, mais vraiment qui est un titre ou vraiment un booking plus favorable que ça, que de jouer les sparring partners ou les jobbers de luxe, mais je reste positif, je reste optimiste pour la suite pour Rusev. Un petit 6,5 sur 10 pour la note de cet opener, très honnête.
je ne voyais, voilà, je voyais pas aussi bon que ça à la base, et donc plutôt agréablement surpris. Et une durée donc quand même plutôt longue, hein, de 15 minutes, hein, je n'aurais peut-être pas donné autant de temps, surtout pour un number one contender au titre WWE, qui aurait a priori dû battre Rousseff plus rapidement. Mais c'est bien, hein, pour Rousseff donc de ne pas avoir été ridiculisé comme je le disais. Donc c'est un opener très honnête. Voilà, c'était pas extraordinaire, hein, comme match, mais il a fait le taf et moi je l'ai plutôt apprécié globalement. On va passer au match suivant. Bobby Roode défendait son titre des États-Unis face à Randy Orton. Alors première chose, un match long, mais très long et beaucoup trop long. 20 minutes, c'est une durée de main event de pay-per-view quoi. C'est juste un match de championnat des États-Unis, faut pas non plus pousser quoi. C'est énorme, en plus avec deux lutteurs qui sont vraiment pas excitants sur un ring, hein, l'un comme l'autre, qui ont un style un peu similaire, un peu lent, un peu old school. Donc faire 20 minutes là-dessus, c'était pour moi beaucoup trop. On a vu au début un Glorious, hein, de la part de Roode, hein, pour chambrer, hein, dès le début. Une tentative avortée de RKO from out of nowhere, hein, de la part d'Orton. Puis une tentative avortée de Glorious DDT de la part de Roode. Donc il y a eu pas mal de tentatives ratées au début. On voit Jinder Mahal, hein, quand même, qui est en tenue de lutteur en coulisses, qui regarde le match. On l'avait vu aussi en kick-off se plaindre du fait qu'il aurait dû être du match et qu'il était le champion US non couronné, hein, c'est comme ça qu'il s'est appelé. Donc il s'était un peu plaint. Et d'ailleurs, à partir du moment où je l'ai vu backstage en train de regarder le match, je me suis dit que l'intervention surprise, on va dire, qu'il aurait pu faire, n'aurait pas lieu, parce que voilà, on va pas le montrer juste avant. Du coup ça casserait tout le suspense, donc du coup à ce moment là je me suis dit qu'il n'interviendrait pas pour conclure le match. Et d'ailleurs je ne l'avais pas dit, mais vous vous souvenez, dans ma vidéo pronostic, si vous l'avez vu, j'avais soumis l'idée que Mahal pourrait être le troisième larron et qui pourrait s'inviter au match, hein. Et finalement ça ne l'a pas été, ça n'a pas été le cas, il n'a pas fait comme Ty Dillinger l'année dernière, mais du coup il s'est quand même plaint de cela, mais finalement ils ne l'ont pas fait, donc ça a été vraiment un face à face. Donc un match assez lent, hein, comme je vous le disais, et qui est comme on pouvait s'y attendre, donc assez méthodique, avec quand même du suspense, des contres, des kick-out, mais au final, hein, alors que Bobby Roode était sur la deuxième corde, il plonge complètement de façon inconsciente, hein, puisque on le sait, on connaît Orton, mais plonger comme ça de la deuxième corde sur Orton, c'était peine perdue. Et c'est pourtant ce qu'il a fait, et bien entendu Orton le cueille avec un RKO pour la victoire, un très bel RKO d'ailleurs, très bien exécuté avec un superbe timing. Comme voilà, comme je vous l'avais dit, Orton prend le titre et devient Grand Slam Champion, ça y est, c'est officiel, c'était le seul titre qui lui manquait, et voilà, on peut dire qu'il a regagné tous les titres principaux de la WWE. C'est quand même assez exceptionnel, et puis du coup voilà, enfin, c'était déjà un Hall of Famer assuré, mais alors là, encore plus maintenant qu'il a gagné tous les titres. Et comme je vous le disais, le fait de voir Mahal en coulisses, hein, m'a fait penser aussi qu'on ne le ferait pas, donc qu'on ne le verrait pas intervenir. Mais il est quand même venu après le match, hein, pas pendant, mais après le match. Il a attendu la fin pour attaquer Orton. Mais au final, Bobby Roode arrivera par derrière et lui portera un Glorious DDT. Puis Roode, énervé par cette défaite et par cette perte de titre, portera également un Glorious DDT à Randy Orton, hein, avant de s'en aller assez énervé, hein, contre lui-même. Le Triple Threat, hein, maintenant semble bien établi, hein, pour WrestleMania, comme on pouvait s'y attendre, à partir du moment où il n'a pas eu lieu à Fastlane. C'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo pronostic, hein. S'il n'a pas lieu à Fastlane, il va avoir lieu à WrestleMania. Concernant mon évaluation du match, j'ai pris moins de plaisir que le match précédent. En même temps, voilà, comme je vous le disais, Roode et Orton ne sont pas deux hommes que je trouve très excitants sur un ring. Et puis le rythme était globalement assez lent. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, et le match a duré trop longtemps à mon goût. Je vais quand même donner la note de 6 sur 10 à ce match, hein, quand même un peu plus que la moyenne. Un match qui avait quand même le mérite d'être un peu incertain dans son dénouement, notamment avec l'inconnu Jinder Mahal, hein, qui pouvait surgir à tout moment.
Et puis comme je vous le disais, ce changement de titre va permettre à Bobby Roode d'invoquer sa rematch clause pour WrestleMania, et aussi à Jinder Mahal, hein, qu'on voyait quand même tourner autour de ces deux hommes depuis plusieurs semaines. Ça permettra aussi à Jinder Mahal de challenger aussi Randy Orton pour le titre, puisque, comme je vous l'avais dit, sa victoire dans le dernier SmackDown face à Orton n'était pas le fruit du hasard, en tout cas ne le sera pas, puisque du coup Jinder Mahal va s'inviter au plateau et du coup va probablement vouloir son match de championnat, comme il l'avait déjà aussi évoqué dans l'ordre du kick-off. Et donc le triple threat semble maintenant inéluctable, hein, je pense, entre ces trois hommes, avec, à mon avis, je pense, une récupération du titre par Bobby Roode, mais on aura le temps d'en reparler. Je pense que c'était surtout aussi dans le but de redonner ce titre de Grand Slam Champion à Orton, mais je pense les choses vont rentrer dans l'ordre, et on va donner à nouveau le titre à Bobby Roode. Je pense que ça va se faire comme ça, mais on a le temps bien sûr d'en reparler. Donc le match un peu trop long. Voilà, il n'était pas mauvais, mais moi je me suis un peu ennuyé, il y a eu des longueurs. Voilà, c'était pas ma tasse de thé. Bobby Roode en face, je suis pas fan. J'aimerais bien qu'il fasse un heel turn d'ailleurs. À noter aussi que lors du Talking Smack qui a suivi, hein, Randy Orton n'en a pas du tout voulu à Bobby Roode de lui avoir porté un Glorious DDT après le match, hein. Il lui a même dit qu'il aurait fait la même chose à sa place, et il lui a même dit qu'il respectait cet homme, il le respectait en tant qu'homme, quelqu'un qui s'est cassé le cul, hein, pour arriver là où il en est, hein, c'est ce qu'il a dit. Donc il a quand même tenu un discours vraiment de face, hein, Randy Orton, à l'égard de Bobby Roode, donc pour qui il a du respect. En tout cas, il n'y a pas de haine entre les deux hommes. Allez, maintenant on va passer au match suivant. Là, il faut bien en parler, c'est le 2 contre 2 féminin entre Becky Lynch, Naomi et Carmella et Natalya. Un match qui aura duré un tout petit peu moins de 9 minutes, hein, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'il y a eu des botches, un match bordélique au possible, des imprécisions, on savait même plus à la fin qui était la femme légale sur le ring, des deux côtés d'ailleurs. Carmella qui demande à Natalya la mallette en fin de match, hein, pour pouvoir s'en servir dans le dos de l'arbitre, mais elle n'arrive pas à la saisir. Becky alors arrive et donne un coup d'avant-bras à Natalya, hein, pour la sortir du ring, mais du coup Becky Lynch se fait surprendre par un super kick un peu botché d'ailleurs de la part de Carmella pour le compte de 3. Et oui, victoire assez étonnante des heels. Là j'avoue que je me suis planté dans mon pronostic, que je voyais plutôt les faces, avec mon petit favori là où je vous avais dit que je voyais plutôt peut-être une victoire des deux faces, avec peut-être la possibilité pour l'une des deux pour les deux filles de challenger Charlotte. Mais du coup ils ne l'ont pas fait, et finalement Carmella aura pris sa revanche sur Becky Lynch, hein, par rapport à sa défaite de SmackDown 5 jours avant. Et du coup le fait d'avoir booké ce match tardivement, hein, dans quelques jours avant, ça rend aussi la fin du match, enfin le pronostic assez incertain, hein. C'est vrai que les deux pouvaient gagner, mais je voyais plus les faces gagner. En général c'est plutôt ce qui se passe quand on a un match comme ça booké à la dernière minute. Puis pour moi, Carmella et Natalya n'avaient pas grand chose à y gagner. Carmella ayant déjà la ceinture, et puis la mallette, pardon, et Natalya, voilà, sa fin de carrière approche. Becky avait l'air de repartir sur un push, Naomi aussi. Enfin, voilà, je les voyais plus tourner autour de Charlotte, et bon, du coup, ça marque un coup d'arrêt cette défaite. Voilà, avec ce renouveau de Becky, pourtant. Et du coup, Carmella aura eu donc sa revanche, comme je vous le disais. Mais voilà, en tout cas, il faut le dire tout de suite, c'était le match le plus faible, le pire match de la soirée. Vraiment un match très mauvais techniquement, un niveau in-ring assez médiocre. Donc je lui donnais seulement la note de 5 sur 10. Et encore, je suis un peu généreux parce que là franchement c'était vraiment pas d'un niveau pay-per-view, ça valait vraiment que dalle. Même à SmackDown j'aurais eu honte de voir un match pareil. Voilà, donc c'est dire. Je pense que ça aurait peut-être été plus intéressant un Becky Naomi contre la Riot Squad par exemple, Sarah Logan et Liv Morgan, ça aurait peut-être été plus intéressant. Surtout qu'en ce moment on est un peu sur une feud entre Charlotte et donc Becky Naomi et la Riot Squad de manière générale, donc
on aurait peut-être pu, il y aurait peut-être eu plus de cohérence à booker ce match. Bref, on va pas s'attarder là-dessus, c'était vraiment merdique. Match suivant, les New Day face aux Usos, les Usos qui défendaient donc leur titre par équipe. Un match qui était parti pour être à nouveau d'anthologie, hein, comme la plupart des matchs qu'on a pu voir ces derniers mois et notamment l'année dernière entre ces deux équipes. Hein, on est habitué maintenant à les voir faire des grands matchs. Le mot d'ordre, c'était un peu le plagiat, en tout cas l'inversion des rôles, puisque ce qui était drôle d'ailleurs, c'était l'originalité de ce match, c'était de voir chaque équipe piquer les prises des autres. Notamment, on en a vu pas mal d'exemples avec l'écrasement des fesses dans le coin, porté par Kofi, le boom drop porté par Jimmy Uso, la tentative de Trouble in Paradise ratée de la part de Jimmy, ou bien même le Midnight Hour porté par les Usos. Et plus tard, Xavier Woods qui enchaîne les super kicks sur les deux Usos, hein, avant même que Kofi lui-même ne tente le Uso Splash sur Jey Uso, qui arrive d'ailleurs à s'en dégager. Donc quand même beaucoup de prises volées, hein. C'était assez marrant. C'était assez original, j'ai bien aimé tout ce passage. Ensuite, on a vu les deux Usos plonger à l'extérieur, hein, pour leur topé suicide habituel, à l'extérieur, donc sur les New Day et Biggie à la fois. Hein. Biggie qui étonnamment ne luttait pas, c'est dommage, hein, puisque on l'avait vu faire une belle promo, je crois 2 semaines avant. C'est dommage, il avait un peu porté la feud, et bon finalement il n'a pas lutté. Donc à ce moment-là, après ce double plongeon là à l'extérieur du ring, tout le monde est au sol à l'extérieur, et c'est là que la musique des Bludgeon Brothers retentit et que les deux hommes débarquent, plus ou moins par surprise on va dire, hein, parce que quand même, hein, je vous l'avais dit, et puis bon, je pense que vous vous en doutiez aussi, l'intervention des Bludgeon Brothers, on la sentait venir à 2 km, à 20 km, parce que franchement, on l'a vu qui tournait autour des deux équipes, hein, donc on sentait la menace vraiment s'approcher, et du coup, ils sont arrivés, et ils ont détruit littéralement les New Day, en particulier, mais aussi les Usos, hein, destruction totale, des powerbombs, des splash en pagaille, des coups de massue, projection par-dessus la barricade, et même Harper, Harper qui comme d'habitude qui fout une gifle à Rowan et qui enfourche Rowan sur l'un des Usos, hein, je crois. Bref, ça a été vraiment la grosse destruction. Et puis dernier fait d'armes, avec un Woods, Xavier Woods qui finit power bombé là sur les escaliers en métal. Ça a été vraiment violent, et on a vu un peu un overselling de la part de Woods, hein, qui convulsait là carrément, avec tout le monde, donc finalement tout le monde qui repartit soit sur une civière, soit accompagné par les médecins. Donc ça a été, on a vu beaucoup d'actions ralenties juste après, on a beaucoup revu les images, donc avec les médecins autour, donc ça a été vraiment un gros bordel. Mais honnêtement, voir un bon match, hein, puisque ça avait quand même, on avait eu 8 minutes, hein, le match avait duré 8 minutes à ce moment-là, voir un bon match de 8 minutes interrompu comme ça, est-ce que je rage? En fait non. Ça m'aurait gêné si on avait eu un match auquel on était peu habitué. Mais autant quand c'est un New Day Usos qu'on a vu 150 fois, personnellement ça ne me gêne pas tant que ça d'avoir un match interrompu comme ça, quoi. Et on sait de quoi ces deux équipes sont capables. Et d'ailleurs, c'est drôle, mais je vous l'ai pas dit dans ma vidéo pronostic, parce que je n'y avais pas pensé sur le coup, mais quelques heures avant le pay-per-view, c'est une réflexion que je m'étais faite, c'est que on pouvait se demander si le fait d'avoir un énième New Day Usos n'était pas justement le signe que ce match n'irait pas à son terme, justement. Parce que c'est vrai que avoir un New Day Usos à nouveau booké à Fastlane, on pouvait se demander mais pourquoi est-ce qu'ils nous le refont avec les Bludgeon Brothers qui montaient en puissance, pourquoi ne pas les avoir mis? Pourquoi est-ce qu'on nous reprogramme un New Day Usos encore Et c'est vrai qu'on pouvait du coup avoir des soupçons et se dire ouh, ce match-là, il va pas se finir, quoi. Il va y avoir un problème, quoi. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'aurais dû y penser. J'avoue que j'aurais dû y penser, et ça paraissait logique, hein, mais c'est plus facile toujours de le dire après qu'avant. Du coup, effectivement, le match n'est pas arrivé à son terme. Au final, c'est un no contest, hein. Tout le monde donc a été attaqué par les Bludgeon Brothers. Ça a été une vraie boucherie.
Je me demandais vraiment ce qu'ils allaient faire avec les New Day à WrestleMania. Eh bien, ce ne serait finalement pas impossible qu'ils soient écartés du show, hein, pour vendre la blessure des uns et des autres, même si c'est plutôt Xavier Woods qui a l'air plus touché que ses partenaires. Donc, étant donné qu'ils sont trois, ils peuvent, je pense, encore intégrer éventuellement Biggie et Kofi à WrestleMania, peut-être dans un triple threat match face aux New Day, face aux Usos et donc aux Bludgeon Brothers. C'est tout à fait envisageable, à moins qu'ils nous fassent juste un Usos versus Bludgeon Brothers. Tout dépend de ce qu'ils voudront faire des New Day. Peut-être que c'était un work fait exprès, donc cette attaque pour mettre un peu, écarter les New Day du coup là-dessus. On verra, mais comme à part Woods, j'ai pas eu l'impression que les deux autres étaient vraiment terriblement blessés, on va dire. Pas plus que les Usos, on va dire. Et en tout cas, ça pourrait être peut-être la bonne excuse du coup pour l'absence des New Day à WrestleMania. Ce serait peut-être donc cette attaque des Bludgeon Brothers. Et les Usos, donc je pense, vont avoir leur match à WrestleMania. Et on verra si ce sera un triple threat match ou pas. Mais on pourrait aussi envisager une intervention surprise des New Day pour se venger et attaquer les Bludgeon Brothers. Hein. Si c'était un contre un, peut-être une intervention des New Day. Ça, on a aussi le temps d'en reparler. Pour la notation du match, c'est difficile à noter, hein, puisque ce match était vraiment à séparer en deux parties. La première partie, le match en lui-même, 8 minutes, mais 8 minutes de pur plaisir, de spectacle, du New Day Usos, quoi, classique, chacun qui se vole la prise des autres. C'était drôle, c'était original, et c'était virevoltant, voilà, c'était toujours très efficace. Et puis bien sûr la seconde partie, l'interruption du match par les Bludgeon Brothers et la destruction, mais qui m'a plu aussi. Je l'ai trouvé très impactante, très crédible. Là, on a vraiment deux hommes qui s'imposent vraiment comme une vraie menace pour les Usos et les New Day. Mais je vais quand même lui donner la moyenne, hein, à noter, à savoir 5 sur 10, hein, puisque ce match avait tellement bien démarré que je ne peux pas mettre en dessous de la moyenne. Mais bien sûr, si le match avait été à son terme, je lui aurais donné bien au-dessus de la moyenne. Donc, comme je vous disais, pas de frustration de ma part. L'intervention des Bludgeon Brothers avait du sens et on connaît par cœur les New Day Usos, donc ça ne me dérange pas que le match ait été interrompu. Match suivant. Charlotte défendait son titre féminin face à Ruby Riott. Alors à noter une première chose, c'est que Ruby Riott est arrivée seule sur le ring, ce qui pouvait d'ailleurs éventuellement être un indice d'une intervention potentielle de Logan et Morgan par la suite. Et en effet, on les a vus juste un peu plus tard apparaître par surprise à l'extérieur du ring pour faire face à Charlotte. Et du coup, Riott en a profité alors avec son finisher carrément et son All Riot Kick, hein. Mais Charlotte arrive quand même à s'en dégager, hein, c'est à noter. Riott montre une fausse blessure à l'arbitre pour le distraire et permettre à Sarah Logan et à Liv Morgan d'attaquer Charlotte, mais comme on pouvait s'y attendre, hein, et je vous l'avais déjà d'ailleurs dit dans ma vidéo prono, Becky Lynch et Naomi elles sont arrivées sur le ring pour du coup empêcher Logan et Morgan d'attaquer Charlotte, et du coup elles ont fait le nombre à l'extérieur du ring. On a vu un move sympa et original de Ruby Riott aussi, une senton bomb portée de la deuxième corde, avec en groupant un peu les genoux. C'était plutôt sympa à voir comme prise. Elle le retentera d'ailleurs une seconde fois un peu plus tard dans le match, mais sans succès cette fois-ci, hein, contrée des deux genoux par Charlotte. Intelligemment, Logan et Morgan parviennent quand même à faire virer Becky et Naomi afin d'attaquer Charlotte, mais l'arbitre le voit et fait aussi virer Logan et Morgan, hein, un scénario que j'avais d'ailleurs envisagé et qui n'est pas plus mal pour le spectacle. C'est dommage que l'arbitre n'ait pas d'ailleurs dégagé tout le monde plus tôt, hein, parce que c'était un peu à prévoir que les filles allaient arriver, qu'il allait les dégager, mais ça a pris un peu de temps, notamment Logan et Morgan qui auraient pu virer déjà bien avant. Charlotte, du coup, arrive alors à placer la tête de Riott contre le coin avec ses jambes. Elle porte ensuite un spear et enchaîne avec un figure 8 pour la victoire finale, tout simplement. Donc enchaînement spear figure 8,
Victoire bien entendu logique de Charlotte, mais c'est là c'est la suite qui est intéressante, puisque Asuka débarque. Et oui, Asuka débarque, chose à laquelle j'avais aussi pensé, mais je me demandais si si elle allait attendre le pay-per-view ou SmackDown pour le faire. Finalement, elle l'a fait tout de suite. Et elle a préféré débarquer dès la fin du match, ce qui n'était pas plus mal au final, hein, comme ça au moins les choses sont claires et on a pu à tergiverser et à partir en conjecture. Le public était d'ailleurs à fond, hein, et a adoré ce moment, hein, ils ont bien adoré l'arrivée d'Asuka. Asuka a alors désigné le logo WrestleMania, hein, donc le défi est lancé, c'est clair, net et précis. Asuka donc a choisi Charlotte pour WrestleMania. Ça faisait des semaines et des semaines que je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'à partir du moment où au Royal Rumble on apprend que le vainqueur peut choisir le champion de son choix, étant donné que Nakamura avait choisi Styles, pour moi cette stipulation elle devait forcément servir, sinon on n'en aurait pas parlé. Donc ça voulait forcément dire que Asuka allait choisir la championne de l'autre brand, donc forcément Charlotte. Donc pour moi c'était logique que cela se passe comme ça. Du coup on se doute qu'on va aussi se diriger vers un Alexa Bliss Nia Jax pour le titre de Raw à WrestleMania, très probablement. Concernant le match, il a quand même duré 12 minutes 35, hein, c'est très correct. Et le match, je l'ai trouvé plutôt cool, plutôt propre, avec deux bonnes catcheuses, vraiment deux bonnes catcheuses. Riot, pour moi, aura produit sans doute son meilleur match depuis qu'elle est dans le main roster, et peut-être même à NXT confondu, NXT plus main roster. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle surprise que cette prestation de Ruby Riot. Franchement, j'attendais de voir ce qu'elle allait donner en 1v1 contre Charlotte, et franchement elle m'aura plutôt agréablement surpris. Elle a vraiment montré de quoi elle était capable. Elle a vraiment montré de bons moves. Il y avait un Hurricane Rana aussi notamment qui était pas mal fait. Ça Senton aussi, elle a de la technique, hein. Elle a de la technique. Et le match, un 6,5 sur 10 pour moi, pour ce match qui est plutôt plaisant à voir. J'aurais même préféré que toutes les filles à l'extérieur soient donc évacuées plus tôt, hein, pour qu'on ait un vrai face-à-face, hein, sans perturbation. C'est dommage. Pas de cache de Carmella à noter, bien évidemment, hein, puisque vu que Charlotte avait fini le match en bon état, donc il n'y avait pas vraiment de lieu de cacher. Mais en tout cas, il n'y a pas eu ce scénario-là de cache. Mais comme de toute façon, j'ai appris un peu plus tard qu'il y a une news qui disait que Carmella risquait de perdre sa mallette après avoir foiré son cash à WrestleMania. Finalement c'est pas étonnant. Donc il n'est pas impossible que Carmella cash à WrestleMania, mais avec une défaite à la clé, un peu comme Baron Corbin, ce qui serait du coup vraiment une sale série pour les détenteurs de mallettes, hein, si ça arrivait. Mais en même temps, hein, qui a envie de voir Carmella championne, hein, je pense pas grand monde. Et puis bon, c'est dans 3 mois, hein, le Money in the Bank, donc de toute façon il va falloir cacher bientôt. Mais bon, cacher sur Charlotte, cacher sur Asuka, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, surtout si du coup Asuka décide de partir du côté de SmackDown. Ça va être très compliqué. Du coup, d'ailleurs, je me demande, vu qu'on aura Rousset du côté de Raw, Asuka du côté de SmackDown, peut-être que il va y avoir d'autres mouvements, peut-être que Nia Jax pourrait partir du côté de SmackDown, ça pourrait être intéressant. Becky Lynch du côté de Raw, enfin voilà, il y a des choses à faire. Donc j'attends de voir aussi la suite au niveau de la draft. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match qui était quand même plutôt bon et bien placé, hein, juste avant le main event. Et ça redonne un petit peu du lustre à cette division féminine de SmackDown qui en a bien besoin, hein, vu comme elles ont été traitées vraiment comme de la merde ces dernières semaines, notamment sous la houlette de Vince, mais aussi de Road Dogg, qui vraiment n'en a rien à foutre des filles. Donc ça fait plaisir de voir un match comme celui-ci qui détonne un peu avec le 2v2 qu'on a pu voir plus tôt dans la soirée. On passe déjà directement au main event, donc le Six Pack Challenge pour le titre de la WWE entre Baron Corbin, Kevin Owens, le champion AJ Styles, John Cena, Sami Zayn et Dolph Ziggler.
À noter que Sami Zayn est arrivé juste derrière Kevin Owens, alors qu'il n'était même pas encore arrivé sur le ring, ce qui a eu le don d'irriter Kevin Owens, qui semble de plus en plus irrité par le comportement de Zayn ces derniers temps. Shane McMahon est arrivé aussi en premier, avant les lutteurs, pour venir applaudir leurs entrées, chose qui va avoir son importance. Cena n'a pas perdu de temps en tout cas, il a porté un double A à tout le monde dès le début du match, il a enchaîné avec un double A sur Zayn, sur Kevin Owens, sur Corbin, puis sur Ziggler, mais pas sur AJ Styles, qui avait bien vu, Cena venir, bien entendu. Mais ce fut une erreur au final, puisque le fait d'avoir porté tous ces double A lui a porté préjudice au final, puisque les 4 victimes de Cena plus AJ Styles se sont alors attaqués à lui pour le dégager hors du ring. Le match se lance alors enfin avec des groupes qui s'éclatent, des groupes éclatés qui s'affrontent hors du ring. Corbin et Ziggler se sont même battus à l'extérieur, même vraiment dans les gradins, avec Corbin qui est venu foncer sur Ziggler contre du plexiglas notamment. On a vu ensuite Cena porter plus tard un double A sur Styles sur la table des commentateurs qui s'écroule, donc c'est un des bons spots du match, un spot marquant. Puis Kevin Owens et Zayn qui se retrouvent face à face sur le ring, donc forcément le public a bien aimé ce moment. Zayn qui s'allonge alors, c'est ce qu'on attendait aussi, c'était le fameux spot, ce qu'il avait annoncé depuis plusieurs jours. Zayn qui s'allonge pour faire gagner Owens, il s'allonge, Kevin Owens hésite, mais finalement il tente le pin, mais il se fait bien sûr contrer par un roll-up, mais sans succès. C'est alors que voilà, les choses dégénèrent entre les deux. C'est la bagarre entre Kevin Owens et Sami Zayn, un moment qui semblait vraiment inéluctable durant ce match. Shane McMahon est assis sur une chaise dans le coin, à l'extérieur, et Sami Zayn le provoque. Et Kevin Owens porte alors un super kick sur Shane McMahon, alors qu'il voulait le porter sur Zayn à la base, mais Zayn avait esquivé. Zayn alors enchaîne avec son fameux Tornado DDT sur Kevin Owens à l'extérieur du ring. Kevin Owens réussit ensuite son pop-up powerbomb sur Ziggler. Il tente le tomber, mais Shane retire l'arbitre par vengeance de ce super kick porté juste avant. Du coup, Sami Zayn porte ensuite un Elbow kick sur Kevin Owens sur le ring. Il tente le tomber, Sami Zayn, mais Shane retire Zayn du ring pendant le pin. Donc à ce moment-là, ça devient récurrent et du coup Shane empêche Owens, il empêche Shane de gagner aussi. Du coup, c'est un peu l'incompréhension et Shane vraiment est dans le collimateur bien sûr des deux hommes. Corbin enchaîne ensuite les coups d'escalier sur tout le monde, mais Cena contre ensuite et porte la même chose à Corbin, suivi d'un double A sur les steel steps, mais Ziggler interrompt le tombé qui était porté directement sur les escaliers, le tombé. Cena porte un double A alors sur Ziggler, puis Kevin Owens un pop-up powerbomb sur Cena, mais AJ Styles arrive vraiment très rapidement par derrière avec un Phenomenal Forearm directement sur Kevin Owens pour le compte de 3. Et oui, victoire de AJ Styles sans surprise, qui donc officiellement affrontera bien Nakamura à WrestleMania 34. Et finalement c'est Kevin Owens qui aura pris le pin, ce qui n'était pas évident à deviner. Ça aurait pu être Cena aussi notamment, ça aurait pu être vraiment n'importe qui. Le scénario du match ouvre quand même la possibilité d'un 2 contre 2 entre Kevin Owens et Sami Zayn et Shane McMahon accompagné d'un partenaire mystère, ce qui correspond finalement à une vieille rumeur, on avait entendu parler de ce 2 contre 2. On a parlé d'Orton notamment à l'époque, mais on sait déjà que ce sera pas Orton. Au moins, si on n'a pas de Kevin Owens, Sami Zayn dans la bataille royale, et qui ici sont bookés dans un match à Mania en 2v2, ce sera déjà une bonne nouvelle en tout cas. Mais il faudra voir si ce sera Ziggler, si ce sera Daniel Bryan, si ce sera un autre lutteur, peut-être que pourquoi pas John Cena, pourquoi pas Braun Strowman qui n'a toujours rien de prévu, on sait jamais. Mais j'ai hâte de voir ça. En tout cas, à Talking Smack, on a vu l'interview de Shane, qui a continué à critiquer Kevin Owens. On sent qu'il le respecte pas, donc il le provoque et ça sent vraiment le match 2 contre 2 maintenant. Ça semble de plus en plus probable.
avec je pense un rôle encore à jouer pour Daniel Bryan, même si on ne le voit plus trop ces derniers temps. Du coup faudra suivre le SmackDown de la nuit prochaine pour voir ce qu'il va se passer, mais on va sûrement en savoir plus. Pas d'intervention de Taker à noter aussi, hein, c'est une bonne chose. J'attendais plutôt qu'il le fasse à Raw, que je n'ai pas vu, hein, je vous le précise, je n'ai pas vu Raw, donc je ne sais pas s'il était intervenu ou pas. On verra bien s'il l'a fait ou pas. En ce qui concerne le match, il était vraiment excellent. Moi j'ai vraiment aimé le rythme, j'ai vraiment aimé ce côté, bon c'est vrai que c'est un peu Spotfest, hein, c'était un peu un prétexte à Spotfest ce match. Il y avait énormément de rythme, un vrai feu d'artifice de prise, notamment la fin. Ça volait vraiment dans tous les sens. C'était vraiment, on s'ennuyait pas quoi. C'était pas le Owens Rude, hein, ça c'est sûr. C'était pas le Rude Orton, pardon. J'ai bien aimé vraiment ce match. Ça aurait été vraiment le meilleur match de la soirée, à n'en pas douter. Le New Day Usos ayant été interrompu par les Belgian Brothers, hein, sinon ça aurait peut-être été le match 2 contre 2, le match tag team qui aurait pu être le meilleur, mais là évidemment à ce moment-là on ne peut que mettre le main event comme le plus beau match de la soirée. Après c'est un peu dommage que Shane McMahon, un peu à l'image d'ailleurs de Stephanie ou même de Triple H, viennent souvent gâcher les matchs, les main events, et les matchs de championnat en particulier. Ils volent un peu la vedette et malheureusement quand je l'ai vu arriver sur le ring, hein, à l'extérieur, je me suis dit forcément qu'il allait avoir quelque chose et qu'il allait avoir son rôle à jouer. On avait plus envie qu'il se casse à la limite, hein, plutôt que de rester là, toujours tourner autour des lutteurs là, notamment Owens et Zayn là, d'intervenir comme ça. Franchement, c'est pas le bon exemple à montrer. Et j'espère d'ailleurs, que ça va servir dans la storyline et que Daniel Bryan va un peu tirer l'oreille de Shane en lui disant qu'il n'a pas à faire ça, qu'il n'a pas à influer sur un résultat, en plus un résultat capital, hein, puisque c'est quand même le titre WWE qui était en jeu, et donc un potentiel match main event, enfin en tout cas l'un des main events de WrestleMania. Donc franchement un match important comme ça, j'espère que Daniel Bryan va tirer les oreilles de Shane, parce que là franchement intervenir comme ça et priver d'abord Owens puis Zayn d'un titre, hein, c'est quand même malheureux. Et malheureusement du côté de la famille McMahon on adore se mettre un peu en valeur au détriment des autres lutteurs, et ça c'est quand même un peu dommage. Maintenant on va passer au bilan du pay-per-view. Le bilan, c'était globalement positif. Et oui, plus positif que négatif, hein, parce qu'on a eu, moi j'ai trouvé l'opener très correct, le main event bien sûr, le meilleur match de la soirée, un New Day Usos certes inachevé, mais dont la première partie était quand même assez intéressante, et aussi la seconde avec la destruction qui était très convaincante de la part des Bludgeon Brothers. Donc finalement c'était un match segment à la fois, mais c'était très intéressant. Le match féminin Charlotte Riot qui a été vraiment aussi très intéressant à regarder, très agréable. Et puis évidemment du côté plus négatif, le 2 contre 2 féminin, très moyen. Et le match des États-Unis, assez long et ennuyeux, hein, globalement. Il y a eu la petite surprise avec la demi-surprise on va dire, avec le changement de titre. Mais sinon voilà, un bel RKO pour finir évidemment. Mais globalement un match assez ennuyeux. Mais en tout cas le bilan est plus positif que négatif, et du coup je vais donner la note de 6,5 sur 10 à ce pay-per-view, qui aurait été bien meilleur en tout cas que le Fastlane de l'an dernier, hein. En même temps c'est pas très difficile. Tout le monde disait que ce pay-per-view était prévisible, hein. Alors certes Nakamura, Charlotte et Jay Styles ont gagné, hein, ce qui était vraiment très très prévisible, mais la victoire d'Orton, le no contest entre les New Day Usos et la victoire de Carmella et Natalia n'était pas évidente à pronostiquer, hein. Donc il y a quand même eu quelques surprises ou quelques résultats pas forcément faciles à pronostiquer. Et c'est plutôt agréable d'ailleurs au final, hein, lorsqu'on a des matchs aux issues aussi incertaines que ces trois matchs là. En tout cas on y voit désormais plus clair, hein, quant à la carte de WrestleMania, même si on peut se demander du coup qui va s'associer à Shane McMahon pour affronter Kevin Owens et Sami Zayn, hein, si ce match a bien lieu, hein, bien évidemment. On aura donc AJ Styles contre Nakamura, on aura Asuka contre Charlotte, on aura probablement un triple threat entre Orton, Mal et Bobby Roode.
Pour le titre par équipe, ça risque aussi d'être un triple threat, à moins qu'on ne se limite à Bludgeon Brothers et aux Usos. Bref, on y voit quand même un peu plus clair. Il y aura des matchs intéressants à voir à WrestleMania, mais la carte en tout cas est assez copieuse. Voilà, bon bah c'est Fastlane, hein, c'était un pay-per-view pré-WrestleMania, donc forcément il y a des choses qui sont prévisibles, hein. Il n'y a pas énormément de bouleversements, il y a quand même eu un changement de titre, c'est déjà arrivé, hein. On avait Charlotte qui avait perdu contre Bayley, hein, donc il y a des surprises aussi, hein. Mais voilà, c'était un pay-per-view très honnête et un historique, hein, puisque c'est le dernier pay-per-view unibrand, hein, maintenant, puisque maintenant à partir de WrestleMania, ce seront que des pay-per-view multibrand, donc on remet tout le monde en même temps, SmackDown et Raw. Voilà, merci pour m'avoir écouté. J'espère que ça vous plaira. J'espère qu'on va se retrouver très vite, a priori. Enfin, probablement ce week-end, on va parler d'autre chose. Peut-être le numéro 2 de Parlons peu mais parlons catch. On parlera de news, probablement liées à WrestleMania, parce qu'on va sûrement en savoir plus dans la semaine. Et sur Raw, sur SmackDown, bon, il y aura pas mal de choses à évoquer. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine. On se retrouve donc très bientôt. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.